Modérateur. Merci, parfait. Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire intitulé L'impact des évaluations rapides sur les décisions politiques et la fourniture des services, le cas du Niger et du Bénin. Les évaluations rapides sont conçues pour réduire les coûts et la durée des projets d'évaluation, offrant des résultats rapides mais robustes qui peuvent efficacement informer la prise de décision et les pratiques opérationnelles. En 2021 et 2022, le Bénin et le Niger ont chacun mené des évaluations rapides au sein de leurs systèmes nationaux d'évaluation, ciblant des secteurs clés tels que l'éducation et la santé publique. En collaboration avec leurs ministères respectifs de l'éducation et de la santé publique, ces évaluations visaient à relever des défis spécifiques au sein de ces secteurs. Pour le Bénin, l'accent a été mis sur la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Au Niger, les évaluations se sont concentrées sur la mise en œuvre des politiques de soins gratuits pour les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 5 ans dans les régions de Dosso et de Maradi. Ces initiatives, financées en partenariat avec Twindembele, ont non seulement conduit à des améliorations sectorielles substantielles, mais ont également abouti à des recommandations actionnables qui ont ensuite été mises en œuvre par les deux pays. Aujourd'hui, nous allons examiner leur impact et les leçons apprises qui continuent de stimuler les améliorations des politiques et des pratiques au Bénin et au Niger. Nous allons aujourd'hui explorer ensemble ces études de cas convaincantes qui mettent en lumière l'efficacité des évaluations rapides dans la prise de décision en situation réelle. Je vais maintenant vous expliquer l'ordre du jour de cette session de webinaire. Je vous présenterai une brève biographie de nos panélistes, puis je poserai 5 questions auxquelles nos panélistes répondront en se basant sur leur expérience et les contextes de leurs pays respectifs. Puis, nous poursuivrons ensuite avec une session de questions et réponses facilitée par mon collègue, Parfait Kassongo. Et enfin, je ferai mes remarques de clôture. Voilà donc ce qui nous attend pour cette session. Nous vous encourageons à utiliser la fonction lever la main de Zoom pour poser des questions ou à les écrire dans le chat. Cette session est enregistrée et sera disponible pour tous les participants après le webinaire. Permettez-moi maintenant d'introduire nos experts du jour. Nous commençons avec Betoton Nadège Jossou, qui a un parcours impressionnant. Elle est économiste et maître assistante à l'université de Parakou, Bénin, et possède plus de 8 ans d'expérience dans l'évaluation des projets de développement en Afrique subsaharienne. Son implication dans des initiatives telles que le programme Twindembele indique également un engagement fort pour l'amélioration des pratiques d'évaluation au niveau national et continental. De 2019 à 2022, elle a été la coordinatrice nationale du Bénin pour le programme Twindembele, dont elle assure la présidence du comité technique de gestion depuis juillet 2023. Depuis juillet 2022, elle est la directrice de l'évaluation des politiques publiques au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale du Bénin. Betoton Nadège Jossou est titulaire d'un doctorat en économie obtenu en 2017 à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, sous le collaboratif PhD programme de l'African Economic Research Consortium basé au Kenya. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et nous vous remercions chaleureusement pour votre participation. Ensuite, nous accueillons Amadou Saleh Oumarou, âgé de 60 ans, marié et père de 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Il est ingénieur et en organisation, diplômé de l'Institut supérieur de génie administratif du groupe Subdeco de Marseille Lumini. Il est aussi titulaire d'un diplôme de maîtrise sciences économiques gestion des entreprises de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Il a travaillé 13 ans au Centre national de perfectionnement à la gestion de la Chambre de commerce d'agriculture, industrie et d'artisanat au Niger. Il est entré en qualité
d'appelé de service civique et y a occupé les fonctions d'assistant, de chef de département avant d'assumer avec succès les responsabilités de directeur. Il a également dirigé le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres d'Abidjan de Côte d'Ivoire, organisme inter-État regroupant 6 pays. Les bons résultats obtenus relativement au redressement et à la dynamisation du centre lui ont valu les félicitations du conseil d'administration. Il totalise plus de 30 ans d'expérience dans la formation et le conseil en management. Il possède une grande connaissance du marché, de la formation du Niger ainsi que celui de la sous-région. Oumarou Amadou Saleh a une expertise confirmée dans la gestion des institutions de formation, la conduite des missions d'élaboration de programmes de formation, d'audit organisationnel et de conception d'outils de gestion. Son parcours remarquable et son engagement envers l'excellence en gestion et leadership continue d'inspirer le respect et l'admiration. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier de son expertise et son expérience aujourd'hui. Merci, Monsieur Saleh, d'être parmi nous. Sans plus tarder, je vais commencer par les premières questions, les questions clés de notre discussion. Donc, la première est, quelles étaient les principales questions politiques auxquelles l'évaluation rapide devait répondre? J'invite Madame la directrice à prendre la parole. Merci beaucoup, Amanda. Merci à tous nos participants. Merci d'avoir répondu présent à ce panel. Oui, comme tu l'as dit dans ton introduction, Amanda, l'évaluation rapide est une méthodologie qui permet de réduire les coûts d'évaluation et aussi le temps nécessaire pour faire une évaluation en bonne et due forme. En général, une évaluation peut durer de 12 à 5 ans selon la conception des projets. Lorsque nous avons des projets comme l'évaluation d'impact, ça peut durer. Donc, des fois, les gouvernements ont besoin d'une réponse rapide et n'ont pas toujours le temps nécessaire pour attendre la mise en œuvre d'une évaluation rigoureuse et comme ça se fait normalement. Donc, c'est en ce moment que on fait recours à l'évaluation rapide. Et au Bénin, nous avons déjà utilisé la méthodologie d'évaluation rapide euh, dans plusieurs cas, mais je vais beaucoup plus m'appesantir dans ma présentation sur le cas mentionné dans l'introduction de Amanda. Et il s'agit de l'évaluation du projet, l'évaluation rapide du projet de construction, de réhabilitation et d'équipement des infrastructures de l'éducation, du secteur de l'éducation et secondaire de la formation professionnelle. Ce projet a été initié dans un contexte de réforme du système éducatif béninois, impulsé à travers la mise en œuvre du plan décennal de développement du secteur de l'éducation. Il s'agissait d'apporter des réponses appropriées aux problèmes qui minent le développement du secteur de l'éducation, en particulier celui du sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Donc, le projet est né de la fusion et de l'intégration de plusieurs volets, de plusieurs projets. Donc, il y avait le projet de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements. Il y avait aussi le projet de promotion des filles, de la promotion des filles dans l'enseignement technique et professionnel. Il y avait le projet de renforcement de l'encadrement pédagogique et de développement des technologies de l'information et de la communication et le projet aussi de construction de 3 écoles de formation professionnelle. Donc, le regroupement visait la synergie d'action, une synergie d'action dans la gestion et le pilotage du système de l'éducation et de la formation technique et professionnelle. Donc, ça visait à réduire le nombre de projets parce qu'il y en avait beaucoup
et il y avait aussi un regroupement par nature des activités. Ça va permettre d'avoir une visibilité des investissements qui sont faits dans le sous-secteur et aussi réduire les charges liées au fonctionnement du projet. Et la mise en commun de ces différents projets visait aussi la rationalité dans la gestion des ressources humaines et financières. Donc, le projet qui a été le projet a été initié en 2010 et il a été mis en œuvre pendant de 2010 à 2021, soit une période de 13 ans. Donc, l'évaluation rapide a été initiée dans le but, parce qu'après 13 ans, vous voyez, depuis 2010 jusqu'en 2021, il n'y a pas eu du tout d'évaluation de ce projet. Donc, on ne sait pas quels sont les résultats, qu'est-ce que nous faisons. Donc, on a initié cette évaluation rapide dans le but de donner une réponse vraiment rapide au gouvernement pour la prise de décision. Donc, on pourrait apprendre, en tirer des leçons qui vont permettre de faire des recommandations pour soit continuer le projet tel que c'est ou bien réformer ce projet. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire pour le moment, c'est sur ce qui a amené à faire les raisons de l'initiation de cette évaluation rapide que nous avons fait en 2022. Merci beaucoup. Ah, on ne t'entend pas. On ne s'habitue jamais. J'aimerais maintenant donner la parole au commissaire Salé pour répondre à la question. D'accord. Bonjour. Bonjour à Amala, bonjour Nadège, bonjour à l'équipe de Toin Dembélé, bonjour à toutes et tous ceux qui nous ont fait l'amabilité de venir nous suivre afin que nous partagions un peu l'importance et l'utilité de l'évaluation rapide. En ce qui concerne le Niger, il faut tout de suite dire que nous avons pu institutionnaliser l'évaluation des politiques publiques avec l'appui du Bénin, avec l'appui de Toun Dembélé et aussi de l'UNICEF qu'il ne faut pas également oublier, surtout que en ce qui concerne l'évaluation rapide, la seule que nous avons jusqu'ici pu effectuer, on l'a fait avec, en partenariat avec UNICEF et avec Toun Dembélé. Donc, l'évaluation est une activité extrêmement importante de façon générale au niveau micro et au niveau macroéconomique. Donc, dès que nous avons compris son importance, donc, nous nous sommes outillés et nous étions en face de nombreuses politiques qui étaient menées dans notre pays depuis fort longtemps, mais qui n'avaient jamais fait l'objet d'évaluation. Donc, les autorités n'étaient pas suffisamment engagées pour conduire des missions d'évaluation. Donc, en découvrant l'évaluation rapide qui permettait de mener une évaluation en un temps record et tout en fournissant un minimum de garantie en ce qui concerne la fiabilité des résultats, nous avons mené les démarches et nous avons pu amener toutes les autorités concernées à accepter, à s'engager et à adhérer à la démarche. Donc, c'est dans ces conditions que nous avons pu conduire deux évaluations rapides. Une sur la région de Dosso. Dosso est à 140 km de Niamey. Et la deuxième sur la région de Maradi, qui est située à 660 km de Niamey. Qu'est-ce que voulons-nous régler à travers cette évaluation? Donc, cette évaluation, elle a porté sur la politique de gratuité des soins pratiquée chez les femmes en grossesse et sur les enfants âgés de 0 à 5 ans. C'est une politique qui a été mise en œuvre pendant près de 20 ans, mais qui n'avait jamais fait l'objet d'évaluation. Et ainsi, les questions politiques suivantes se posaient, parce que son application suscitait vraiment de nombreuses controverses. Donc, on voulait en réalité savoir, cette politique, faut-il ou non
continuer à la mettre en œuvre. Quelle appréciation en font tous les acteurs concernés, à tous les niveaux? Cette politique est-elle efficiente ou pas? Est-ce que vraiment on a intérêt à continuer à l'appliquer? Et aussi, surtout, au regard des importants moyens qui sont mobilisés pour la mise en œuvre de la politique. Je vous assure, les partenaires sont mis à contribution, le budget national, mais à des moments, par exemple, quand vous voyez la facture, c'est des dizaines de milliards qui sont en jeu et qui ne concernaient qu'une frange de la population. Et également, on voulait aussi savoir comment pallier aux insuffisances dans le financement et la gestion de la qualité des soins, parce qu'il y avait beaucoup d'opérations à caractère douteux ou frauduleux qui pouvaient être facilement visibles. Et enfin, on voulait voir comment relever les contraintes majeures dans la récupération des fonds investis, notamment en termes de préfinancement des soins et des services au niveau des structures médicales intermédiaires. Parce que très souvent, elles sont amenées à engager, c'est après qu'elles envoient leurs factures au niveau central pour faire l'objet de vérification et de paiement. Donc, j'aurai l'occasion de revenir un peu sur les résultats qui ont pu être enregistrés en ce qui concerne notamment ce dernier point. Donc, voilà à peu près les mobiles qui nous ont incités et ce qu'on voulait vraiment voir à travers cette évaluation que nous avons menée dans les régions de Dosso et Maradi. Merci. Voilà. Merci au commissaire. La deuxième question est les conclusions et les recommandations de l'évaluation rapide ont-elles été jugées satisfaisantes par les décideurs politiques? Madame la directrice, à vous la parole encore. Oui, merci beaucoup. Les conclusions étaient vraiment intéressantes et on a beaucoup appris de ces conclusions parce que après 13 années de mise en œuvre de cette politique, on a pu avoir une idée de des résultats, qu'est-ce qui n'allait pas. Et ça nous a permis de voir que euh, il y a dans la conception initiale du projet, il y avait beaucoup d'actions qui ont été prévues, mais à la fin, ces actions ont été orientées vers d'autres projets. Mais dans le même temps, on n'a pas essayé d'inclure les nouvelles ces réorientations, ces réorientations dans le document de projet. On n'a pas actualisé le document de projet pour prendre en compte ces modifications. Donc, il y avait ça. Il y avait que le document du projet et son cadre de mesure de performance n'ont pas fait l'objet d'actualisation pendant toute cette période. Et ça fait que tels que les objectifs initialement prévus par le projet ne sont pas toujours atteints parce que au cours du chemin, pendant 13 ans, il y a eu des modifications, mais personne n'en a tenu compte. Et les parties prenantes ne sont pas souvent associées, que nous avons, comme dans ce secteur, il y a plusieurs parties prenantes, il y a les établissements même, il y a les parents d'élèves, il y a toutes ces personnes il y a les gestionnaires des écoles qui ne sont pas associés. Et donc, ça a créé certains problèmes. Voilà à peu près ce que je peux dire. Et donc, les mauvaises spécifications des dossiers d'appel d'offres n'ont toujours pas tenu compte des exigences techniques requises et plusieurs constructions n'ont pas fait l'objet d'études de sol en amont. Donc, ce qui fait qu'il y a des écoles qui devaient être finalisées déjà, mais qui n'ont pas pu aboutir. Les études environnementales n'ont pas été toujours faites à certains endroits et ce qui fait que
le bâtiment, les constructions qu'on doit faire, à un moment donné, ça a été laissé. C'est vrai qu'à d'autres endroits aussi, il y a eu beaucoup de choses qui sont réalisées, des projets qui ont abouti, les jeunes filles qui ont intégré les écoles, qui ont, euh, qui étudient normalement. Et voilà des résultats positifs, mais il y a aussi d'autres résultats qui n'ont pas été toujours, qui ne sont pas comme ce qu'on avait prévu au départ. Et le fait que le projet n'ait pas été évalué pendant une longue période n'a pas permis de tenir compte de ces insuffisances pour réorienter le projet, revoir la théorie du changement pour pouvoir s'ajuster et atteindre les résultats. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement. Merci, Madame la directrice. Euh, Au commissaire Saleh, est-ce que vous avez une expérience similaire? Oui, mais peut-être une autre approche différente. Nous aussi, on peut dire chez nous que les décideurs ont vraiment bien accueilli les résultats de ces évaluations parce que, in fine, euh, les principaux décideurs concernés se sont réunis sous la présidence du secrétaire général du ministère en charge de la Santé pour un atelier à Dosso, notamment en mars 2023, pour élaborer une feuille de route. Et également, des rapports très synthétiques ont été adressés à l'attention du ministre de la Santé publique, qui était vraiment le principal commanditaire, et au niveau également de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Les résultats, euh, l'analyse qui a été faite au plus haut niveau, a même fait en sorte que des réflexions ont commencé à être engagées pour certains décideurs de haut niveau, hein, je ne pourrais pas vous dire exactement à quel niveau se situe, ont commencé à se demander si cette politique n'avait pas un lien avec l'explosion démographique observée et dénoncée relativement à notre pays dans le monde entier. Parce que vous saviez que en 1960, on comptait 3 millions de Nigériens. Et aujourd'hui, nous sommes entre 26 et 27 millions. Et si les dispositions pratiques ne sont pas prises, dans 5-10 ans, on risque d'atteindre les 35 ou les 45 millions assez facilement. Donc, des questionnements ont commencé à se poser pour voir s'il y avait un lien. Mais malheureusement, ça n'a pas été poursuivi. Mais d'ores et déjà, ce qui a été bien apprécié, c'est que cette étude a permis de relever un peu les goulets d'étranglement, de voir la non-maîtrise de toutes les procédures par des acteurs stratégiques, et ce qui fait que la rigueur souhaitée n'était pas de mise dans la gestion des procédures. Et aussi, l'autre problème, c'était dans le financement. Il y a deux volets. Le premier volet, comme les formations sanitaires devaient procéder à un préfinancement avant de se faire rembourser, et au vu de la lenteur, il arrivait des moments où les bénéficiaires se demandaient est-ce que la politique était toujours en vigueur parce que très souvent, ils étaient obligés de faire appel à leurs ressources pour pouvoir obtenir les soins, alors que les soins-là étaient censés être gratuits. Et au même moment, il y avait les formations sanitaires qui, tout en faisant payer les bénéficiaires, continuaient encore à facturer et à chercher à se faire rembourser au niveau de l'État. Et cela s'est vite fait remarquer parce que vous pouvez voir sur 6 mois, un centre de santé ou une formation sanitaire présenter des factures de même montant. Et à un franc près, souvent même pas. Donc, on avait l'impression qu'il reconduisait systématiquement ce qui a été fait le mois passé. Et enfin, ce que je me rappelle, on a vu également qu'il y a des acteurs qui n'avaient jamais été pris en compte, qui étaient importants dans la gestion de cette politique de gratuité. Et par exemple, là, dans certaines zones, les maris. Les maris sont constitués des acteurs déterminants, mais qui, au moment de la planification,
n'avaient pas été identifiés comme devant jouer un rôle assez important. Donc voilà, je peux m'arrêter à ceci. Et donc, ça a permis vraiment de donner des éléments d'appréciation euh, aux décideurs concernés. Merci. Merci, c'est toujours encourageant de savoir quand les efforts sont bien reçus. Euh, dans quelle mesure les recommandations de l'évaluation rapide ont-elles été mises en œuvre? Euh, Madame la directrice, oui. Et dans le cas du Bénin, comme on l'a dit, l'évaluation a été réalisée en 2022. Nous l'avons finalisée en 2023. Donc, ce que nous savons déjà à la suite des recommandations, c'est que le ministère en charge de l'éducation secondaire, de la formation technique et professionnelle, a déjà pris l'engagement de revoir le document de projet, intégrer tout ce qui est les nouvelles orientations qui sont intervenues entre-temps pour pouvoir redéfinir les objectifs et les résultats attendus du projet. Et donc, désormais aussi, ils vont faire un plan de mise en œuvre de ces recommandations sur une période de 3 ans. Et notamment, ils doivent désormais, ils savent désormais qu'ils doivent impliquer toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de ce projet et aussi, surtout, qu'il faut désormais faire l'évaluation à mi-parcours pour voir déjà ce qui marche bien et ce qu'il faut corriger. Donc, on avait, à l'issue de l'évaluation rapide, on avait il y avait des recommandations avec un plan d'action. Le plan d'action, c'est ça que je disais, c'est un plan d'action élaboré sur 3 ans. Donc, les actions qui doivent être entreprises à chaque étape, à chaque niveau, sont bien définies et le ministère a déjà commencé par les mettre en œuvre. C'est vrai que nous, de notre côté, à la direction générale, nous sommes en train de vouloir accompagner, de planifier comment accompagner les ministères pour les aider dans la mise en œuvre, dans le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Donc, ce sera fait à travers la plateforme de gestion des connaissances où les recommandations issues des évaluations euh, inscrites et la direction pourra atteindre, puisque les recommandations sont assorties d'un plan d'action et plan d'action avec les périodes. Et il est prévu que à terme, pour une action relative à une recommandation, on doit faire le suivi automatiquement auprès des sectoriels pour voir si la mise en œuvre est déjà effective. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire pour le moment. Merci. Merci. Mon commissaire Salé? Oui, donc en ce qui nous concerne, euh, on peut dire, hein, vraiment, on a fait l'évaluation effectivement aussi en 2022. Et en 2023, on peut dire que cette évaluation rapide a contribué énormément à accélérer le processus de mise en place de l'Institut national d'assistance médicale, INAM, et qui a été créé par un décret, pacté par un décret pris le 12 janvier 2023 en Conseil des ministres. Et les différentes instances ont été mises en place et beaucoup de nos experts qui ont travaillé sur toute la période sur les deux régions avec nous, on se sont retrouvés à des postes stratégiques. Par exemple, la présence du conseil d'administration a été confiée à un de nos experts, M. Gallo, et comment dirais-je, et dans l'équipe de la direction générale, on a également deux experts qui ont travaillé avec nous qui se sont retrouvés. L'INAM se devait de s'approprier tout ce qui a été
définies comme conclusion et recommandation de ces évaluations, pour les intégrer et faire en sorte que dans les 2 années ou 3 années qui vont suivre, que cette politique de gratuité s'étende à toutes les autres franges de la population. Que cela ne se limite pas seulement aux femmes et enfants, mais également aussi devait procéder à la déconcentration du circuit de paiement. Je vous ai dit un des boulots qu'on avait remarqué, le fait que le paiement se faisait au niveau central, ça quittait les formations sanitaires au plus bas de l'échelle. Il y avait beaucoup d'irrégularités qui avaient été observées. Et également, l'INAM devait s'inspirer de capitaliser tout ce qu'on a pu relever pour ce qui est de la gratuité des soins au niveau des femmes et des enfants pour prendre des dispositions afin de pouvoir prévenir tous les dysfonctionnements qui pouvaient surgir. Et à terme, on prévoyait même de déconcentrer l'INAM. Donc, ces recommandations avaient vraiment, on était bien partis. Parce que je vous dis, au même moment, un des hauts décideurs avait voulu vraiment qu'on arrête ça, mais malheureusement, ça ne s'est pas arrêté. Mais également, une des recommandations, je viens de me rappeler, une des recommandations qui a été faite par l'étude, mais qui n'a pas été acceptée, parce il faut aussi le dire, et l'étude avait fait ressortir qu'au regard de la générosité de cette politique, les femmes et enfants ressortissants des pays voisins, je ne vais pas les citer, et venaient également en nombre assez important pour bénéficier des soins. Donc, à chaud, on avait vraiment préconisé de prendre des dispositions pour, ne, pour vraiment faire en sorte que cette politique ne bénéficie qu'aux Nigériens. Mais au niveau des différentes restitutions qu'on a eues, certains décideurs, mais surtout les partenaires techniques et financiers, surtout ceux des Nations Unies, ont vraiment émis des réserves, ont suggéré, et les décideurs l'ont accepté, que cette recommandation-là ne soit pas prise en compte et que on ne veut pas perdre les vertus du voisinage et que si on pouvait continuer à prendre les voisinages, bon, mais mieux vaut qu'on a le faire. Mais quand vous regardez un peu comment cela pesait sur le budget de l'État et sur les partenaires, et nous, on a pensé qu'il fallait vraiment mettre des verrous pour faire en sorte que ça ne profite aux Nigériens. Mais je peux vous dire que aussi bien les décideurs au niveau du ministère de la Santé, et au niveau des PTF n'ont pas épousé cette idée. Et donc, elle n'a pas été retenue. Et c'est bon aussi de savoir que de tout ce qu'on a recommandé, c'est une des recommandations à avoir été vraiment écartée. Donc, voilà à peu près. Bon, mais malheureusement, avec les événements survenus chez nous le 26 juillet 2023, il y a eu un coup de frein. Tout a changé. Les experts qui ont travaillé sur l'évaluation, qui était au niveau du LINAM, notamment le président, la DG qu'on avait également prise en charge, on l'a sensibilisé, toutes ont été remplacées et il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'INAM. Personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne saurais vous dire où est-ce qu'ils en sont par rapport à la mise en œuvre des recommandations vraiment. Puisque juillet 2023, ça a été une date historique. Aujourd'hui, on est beaucoup plus concentré sur des chantiers qui n'ont pas permis de jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce que sont devenues les recommandations qui ont été faites. J'ai été un peu fragilisé par le fait que les experts avec lesquels on a travaillé ont été dégagés de leur poste de responsabilité. Voilà ce que je peux vous dire pour ce qui est de la mise en œuvre des recommandations. Merci. Merci beaucoup, commissaire. Malgré quelques revers, ça illustre bien dans les transitions de la théorie à la pratique. C'est encourageant.
La prochaine question, les conclusions de l'évaluation rapide ont-elles contribué à modifier la conception, la mise en œuvre et les ressources de la politique? Euh, Madame la directrice? oui, oui. Bon, dans le cas du Bénin, comme je l'avais dit, c'était déjà, il y a eu beaucoup de changements en cours de la mise en œuvre, mais qui ne sont pas contenus, n'étaient pas contenus dans le document de projet. Donc, ça a permis c'est la recommandation et de revoir le document de projet. Et je pense que le ministère est déjà a pris les dispositions pour le faire. C'est vrai que jusque-là, on n'a pas été associé formellement à cette activité, donc, mais c'est fait. Et une fois que si le document de projet est revu, c'est sûr que les dotations de ressources associées à l'activité, au projet, vont être aussi revues en conséquence. Donc, voilà, donc je pense déjà que le ministère avait accepté, avait partagé les recommandations, c'est qu'ils sont d'accord pour leur mise en œuvre et donc de revoir aussi bien le document de projet que les ressources affectées à sa mise en œuvre. Voilà ce que je peux dire. Oui, en ce qui concerne le Niger, si vous permettez, Amanda, je peux aller directement. En ce qui concerne donc le Niger, on peut dire oui, puisque en créant l'INAM, il était doté d'un budget de démarrage assez important, mais surtout ce sur quoi on voulait travailler et qui devait être un des chantiers que l'INAM devait prioriser, c'était de rapprocher le circuit de paiement des zones où les prestations étaient rendues. Et il fallait également réfléchir pour voir les collectivités territoriales qui avaient des ressources, comment les associer à, à la prise en charge de cette politique de gratuité. Donc, initialement, tout avait été en tout cas convenu pour que les ressources soient revues, mais surtout que vraiment il y ait une maîtrise des procédures qui vont permettre assez facilement de bien optimiser la gestion des ressources financières. Parce que rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait pu constater que tout ce qui était facturé n'était pas vraiment toujours conforme à ce que ça devait être, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas de nature à rassurer vraiment. Donc voilà ce que je peux dire. Et bon, euh, je ne suis pas très informé de la suite. Mais sinon, euh, tel que ça avait été bâti, c'était assez rassurant qu'il y aurait plus de ressources. Et les partenaires étaient surtout aussi disposés, hein, parce qu'on allait faire une sorte de fonds commun, de cagnotte. Tous ceux qui étaient intéressés pour la couverture de santé universelle devaient venir. Et l'État s'était engagé. Et au niveau du budget, les dispositions avaient été prises pour accorder une dotation budgétaire conséquente à l'INAM, qui devait tout de suite prendre en charge tout ce qui se faisait en matière de gratuité de soins pour les femmes et les enfants, mais également commencer s'étendre sur les autres formes de la population. Donc voilà ce que je peux dire aussi en ce qui concerne sur la modification, la mise en œuvre des ressources affectées. Merci au commissaire Salé. Nous voici parvenus à la dernière question que je poserai lors de cette session. Les évaluations rapides constituent-elles un mécanisme viable pour éclairer les discussions et les décisions politiques? Au commissaire Salé, je vous laisse continuer. Merci pour beaucoup. changer. Oui, absolument. Mais vous savez, je suis galant, ça ne m'aurait pas gêné de continuer encore laisser Nadège intervenir en premier. Donc, l'évaluation rapide
vraiment, je peux vous le dire, c'est un type d'évaluation auquel on recourt généralement en situation d'urgence et parce que ça permet, dans un horizon temporel assez réduit, de pouvoir prendre des décisions, et des décisions assez hardies. Et l'un des avantages de l'évaluation rapide, il y a une formule qui permet de faire des ateliers, de regrouper au même endroit beaucoup d'acteurs qui sont concernés. Et donc, vous voyez, quand les gens se retrouvent, 2, 3 jours, ou même souvent un peu plus, avec les échanges, avec les perceptions différentes des idées, on arrive toujours à bien cerner et à se faire une décision. Donc, on fait la même chose que dans le cas d'une évaluation classique. Mais on s'organise de sorte qu'on puisse agir sur les durées. Et le temps qu'on prendrait, par exemple, pour faire la collecte dans une évaluation classique prend souvent un temps assez long. Donc, dans l'évaluation rapide, on s'organise pour essayer de réduire ce temps tout en prenant des précautions et des dispositions pour ne pas avoir à agir ou à impacter négativement sur la qualité de la collecte. Il en est de même pour toutes les autres opérations qui ont lieu avant la collecte ou qui ont lieu après la collecte jusqu'à la rédaction du rapport. Même la rédaction du rapport, pour aller vite, nous, dans notre cas, on a mis les experts qui avaient participé à la collecte et à l'analyse dans une salle pendant quelques jours et ils ont pu prendre le rapport dans des délais raisonnables. On a trouvé cette évaluation tellement efficace qu'on peut réaliser dans des délais assez records que nous sommes actuellement en train de voir avec nos partenaires, notamment Toine Dembélé, comment, au cours de cette année 2024, utiliser l'évaluation rapide pour nous évaluer nous-mêmes au commissariat à la mention de l'État. Nous sommes une institution qui a été créée en 2005 et qui n'a jamais fait l'objet d'une évaluation formelle. Il y a eu quand même quelques missions d'audit qui ont été réalisées. Donc, on se propose de procéder à l'évaluation du Haut Commissaire à la mention de l'État, qui est une institution de mission qui est rattachée au cabinet du Premier ministre pour voir si concrètement le Haut Commissariat a répondu aux missions qui lui ont été confiées à sa création, si ces missions étaient pertinentes, cohérentes, efficaces, efficientes et également si ces actions ou qu'elle a pu poser peuvent s'inscrire dans la durabilité. Donc voilà ce que je peux dire. Donc pour moi, sans hésitation, c'est un mécanisme viable et important et qui permet d'éclairer les décisions et de prendre de très bonnes décisions. Voilà, merci. Merci. Madame la Dimitri? Et je partage entièrement tout ce que le haut-commissaire a dit sur cette méthodologie. Je pense que ça aboutit normalement à des réponses, des résultats aussi rigoureux que dans le cas d'une évaluation normale. Maintenant, ça, ce qu'il faut, dans le cas du Bénin, cette activité a commencé déjà d'abord par un renforcement de capacité des cadres pour connaître, pour qu'ils puissent savoir effectivement comment est-ce que cette méthode est appliquée. Donc, nous avons reçu l'appui du programme Toine Dembélé qui nous accompagne toujours. Et déjà, dans un premier temps, il y a eu une formation sur la méthodologie. Comment est-ce que la méthodologie est appliquée, dans quel cas et comment est-ce qu'on le fait. Dans un deuxième temps, nous avons fait une étude de cas que nous avons réalisé, une évaluation rapide dans le secteur de l'agriculture. Et ça nous a permis de voir qu'est-ce qu'il faut améliorer pour avoir rapidement les résultats. Et comme on l'a dit, déjà la première expérience nous a permis de voir que lorsque dans cette méthode d'évaluation, les experts ou bien les cadres à l'interne sont beaucoup plus impliqués puisqu'on n'a pas beaucoup de temps
pour recruter un consultant. Le recrutement peut prendre, élaborer les TD, après faire, partager l'appel et l'appel à, comment on appelle, pourquoi j'oublie le mot m'échappe, l'appel à recrutement et ensuite faire tout ça. Donc, les cadres à l'interne peuvent être associés à l'évaluation rapide, mais comme ils sont aussi, ils ont d'autres tâches, ça peut amener à ce que la période, ça ne soit plus une évaluation rapide, mais que ça prenne tout le temps parce que on n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de l'évaluation et aussi des tâches quotidiennes. Donc, on avait trouvé comme solution, c'est que, comme le haut commissaire l'a dit, on organisait des ateliers où peut-être en une semaine, on doit élaborer le référentiel d'évaluation, tout ce qui concerne la méthodologie pour aboutir aux résultats. Et aussi pour la collecte de données, on prend un temps, on essaye pendant la période, de ne pas attribuer des tâches au cadre. Donc, il s'occupe uniquement de cette collecte de données. Et aussi, c'est pareil pour la rédaction du rapport. Donc, on peut, avec cette méthodologie, arriver à avoir des résultats fiables et aussi dans un temps record et dans une période de peut-être en 6 semaines et, et permettre aux décideurs de prendre les décisions nécessaires. Et voilà, c'est un peu ce que je peux dire rapidement. Donc, la méthodologie est bien viable, mais il faut l'adapter à chaque contexte. Si quelque part, par exemple, nous, on a fait l'expérience, donc c'est de pouvoir dégager les cadres de leurs tâches quotidiennes pour pouvoir se consacrer uniquement à ça. L'avantage aussi, c'est que ça permet un renforcement de capacité, on apprend beaucoup plus. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la directrice. Euh, je pense que bien que les évaluations rapides ne soient pas toujours couronnées de succès ou utilisées, je pense que nous pouvons convenir que les évaluations rapides au Niger et en général peut-être aussi au Bénin ont prouvé être cruciales pour répondre aux questions politiques urgentes, influencer la refonte des politiques et garantir la mise en œuvre efficace des recommandations. Je voudrais rappeler à nos participants de bien vouloir poser leurs questions dans le chat. Et je vais maintenant inviter... Parfait, oui? Oui, merci Amanda. Oui, je veux juste inviter à tous nos participants à poser leurs questions ou bien faire commentaires. Vous êtes les bienvenus. Et je vois que Monsieur Abdoulaye Gounou est là. Je vous invite de poser une question ou bien faire commentaire et aussi je vois Monsieur. Oh, il y a plusieurs Ayaboulé là ici. Mais bon, chers participants, je vous invite à poser vos questions. Excuse-moi de t'interrompre. Parfait. Peut-être que je peux lire une question de la part de Ayaboulela. Oui, pas de problème. Ok. Donc, il dit excellente conversation, Madame la facilitatrice et les panélistes. Compte tenu de la commande de plusieurs évaluations rapides au Bénin et au Niger, l'évaluation rapide est-elle acceptée comme un outil de gestion de politique publique? Madame la directrice? Est-ce que l'évaluation est-elle acceptée comme un outil de gestion de politique publique? Bien sûr, c'est bien accepté. Ici au Bénin, comme l'on l'a dit, on l'a fait, on a été formé sur la méthodologie avec plusieurs ministères qui ont été formés également
Notre direction avait été formée, on avait formé dans le temps au moins 4 ministères et cette méthodologie est déjà aussi utilisée dans plusieurs évaluations, donc c'est bien accepté. Merci. Parfait. Oui, Le chez nous commissaire? aussi, oui. Oui. Mais bon, il faut dire que, contrairement au Bénin, nous encore, Mhm. on se bat pour vraiment euh, amener l'ensemble des secteurs intégrés, développer cette culture évaluative. Et c'est en ce sens d'ailleurs que l'évaluation rapide constitue pour nous un excellent outil euh, pour faire adhérer les gens à la démarche. Et par exemple, on a des politiques comme politique de distribution gratuite ou de vente de céréales à prix modéré que nous pensons proposer aux décideurs du secteur une évaluation rapide afin qu'ils puissent se faire une idée rapidement de ce que ça représente. Est-ce que c'est une politique qu'il faut continuer à pratiquer ou y a-t-il besoin de s'arrêter pour procéder à une évaluation afin de pouvoir procéder à des réorientations et des corrections rapides. Parce que vous voyez, quand on s'accroche seulement à l'évaluation euh, classique ou normale, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre souvent jusqu'à 6 mois avant de la boucler. Donc, les décideurs sont des gens qui ont besoin d'avoir des informations fiables et sûres pour pouvoir prendre des décisions dans des délais assez rapprochés. Et c'est en ce sens que peut facilement les convaincre à adhérer et accepter qu'on puisse à l'évaluation rapide. Quand nous allons faire certainement notre guide, on va prendre les dispositions pour que l'évaluation rapide puisse être considérée comme une évaluation importante. Parce que comme au Bénin, nous aussi, beaucoup d'experts ont été formés, des experts qui sont venus de tous les secteurs, éducation, santé, hydraulique. Eh bien, c'est ensemble qu'on a fait la formation et certains ont été utilisés d'ailleurs dans le cadre des 2 évaluations rapides qu'on a eu à faire dans les régions de Dosso et de Paradis. Cette évaluation avait été assurée par d'ailleurs un des experts béninois, M. Damas. Et monsieur le commissaire, je veux juste continuer sur ce sujet. Bon, c'est ma question, mais je demande comment est-ce que la crédibilité en fait de l'évaluation rapide est-elle assurée compte tenu du temps réduit nécessaire à la collecte des données? Donc, est-ce qu'il y a aussi peut-être une question de crédibilité? Monsieur le commissaire, je ne sais pas si vous êtes sur mute. J'ai dû fermer mon micro. Oui, tu as fait. Ah, voilà. J'ai fait une mauvaise Oui. manipulation. J'ai dit, cette crédibilité, il faut veiller à plusieurs niveaux. Déjà, à travers le référentiel de questionnement qui va être élaboré, les outils de collecte qui vont être utilisés, l'échantillonnage qui va être fait, et maintenant l'analyse et les experts qui vont être mobilisés, qui vont être mis dans une position de retraite pour décortiquer, pour besoin aller chercher des informations, ou même il est même arrivé, nous dans ce qu'on on a fait venir certains des acteurs clés du terrain au lieu où nous étions en train d'élaborer, de finaliser l'évaluation pour les mettre à contribution. Ils sont restés avec nous souvent 1, 2 jours, on a varié, où on est rentré, etc. Donc vraiment, euh, euh, une fois que vous avez bien identifié les bons acteurs et la collecte s'est faite dans les conditions normales avec des outils modernes qui permettent de s'assurer, de contrôler que c'est les bonnes personnes qui ont été interviewées et que ceux qui également ils sont chargés de la collecte aussi. Parce que, comme ça, vous dites à tous les maillons, ont été bien formés, ils ont maîtrisé l'outil digital qui doit être utilisé, la maîtrise des questionnaires, les superviseurs ont joué bien leur rôle. Et je pense que tout ceci
contribuer à la crédibilité. C'est un peu la même démarche, mais seulement c'est sur les délais qu'on joue. Donc, ouais, s'il y a une défaillance sur un des maillons, ça peut entacher la crédibilité de l'étude. Donc, il faut rester professionnel du début jusqu'à la fin et très concentré et, et aussi produire un rapport de qualité. C'est extrêmement important. Voilà. Merci. Et merci, Madame la directrice, votre Oui. perspective sur la crédibilité, assurer la crédibilité au Bénin, c'est comment? Oui, voilà. Au Bénin, nous faisons l'assurance qualité des processus évaluatifs dès le début jusqu'à la fin. Comment cela passe-t-il, surtout dans le cas des évaluations rapides? Déjà, on demande la mise en place d'un comité technique euh, ça dépend, si c'est un consultant qui est recruté pour faire le travail, il y a un comité technique qui est constitué des cadres, des ministères, d'autres experts, de personnes ressources en cas de besoin. Et donc, déjà, la première étape, c'est que lorsque les thèmes de référence sont élaborés par les ministères, ils nous les soumettent. Et nous, on s'assure que on essaye quand même de respecter un délai de 2 semaines pour répondre, délai de 2 semaines au maximum pour répondre, pour faire l'examen de ces thèmes de référence et de les renvoyer, pour s'assurer que les thèmes de référence sont déjà aux normes pour qu'on puisse parler d'évaluation de politique publique. Donc, ensuite, lorsque le référentiel d'évaluation est élaboré, dans le cas, si c'est un consultant qui est pris, là, le comité technique se réunit et étudie ce rapport, revoit la théorie du changement, la matrice d'évaluation, les questionnaires, tout ça là, et ils font leurs observations et valident. Et c'est pareil aussi, on met en place le mécanisme de suivi de la collecte de données et lorsque le rapport provisoire est élaboré aussi, le comité technique qui est mis en place essaye de lire et de faire des observations sur ce rapport avant qu'il ne soit validé. Donc, voilà un peu comment nous essayons d'assurer la crédibilité des évaluations en général et surtout aussi des évaluations rapides. Mais c'est ce que nous faisons en général. Oui. Oui. Merci beaucoup pour vos réponses détaillées. C'est très éclairant. Alors, je vais donner la priorité à ceux qui lèvent la main, mais nous avons beaucoup de questions sur le chat. Mais je vais donner la parole à Rainatou Ousmane. Rainatou, allez-y. Amanda, bonjour aux Oui, panélistes. Je les en bonjour. félicite pour leur prestation. J'ai une question. Étant donné que les résultats de l'évaluation rapide sont le plus souvent ponctuels, quelles mesures pourrait-on prendre pour assurer la durabilité de ces résultats-là? Merci bien, Amanda. Oui, que ce soit une évaluation rapide ou une évaluation normale, les résultats peuvent être mis en œuvre. Bon, la mise en œuvre des résultats ou bien leur utilisation ne va pas changer. Si par exemple le décideur a besoin d'une réponse rapide ou bien d'évidence pour prendre une décision, il va la prendre là, mais s'il y a d'autres recommandations, par exemple, qui ne sont pas mises en œuvre à cet instant, on pourra toujours planifier leur mise en œuvre. Peut-être qu'il a besoin, les résultats qui sont, qui sont issus de cette évaluation, il a besoin peut-être de certains pour prendre sa décision-là, mais le reste, il faudra toujours élaborer un plan d'action pour leur mise en œuvre. Donc, je pense que ça ne va pas affecter l'utilisation de ces résultats dans le long terme ou bien à court terme. Moi, j'ai un avis un peu différent.
Bon, quand on prend l'évaluation rapide, on la fait généralement quand on veut être amené à prendre une décision et on voudrait avoir besoin d'informations dans des délais assez courts. Et même dans le cas des évaluations classiques, euh, je me dis que souvent, si on tarde à prendre en considération les conclusions de l'évaluation, il y a un petit risque qu'on court quand même que s'il y a des événements qui venaient à survenir, peut-être des changements de plusieurs ordres, pour que certaines recommandations ne soient plus d'actualité. Je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas connu puisqu'on n'a pas fait beaucoup d'évaluations rapides, mais avec la petite expérience que j'ai de cette évaluation de façon générale, je pense qu'il y a le petit risque quand même que plus on tarde, qu'il y ait qu'une conclusion ne soit plus d'actualité. Elle est vite dépassée et ça peut arriver, surtout dans nos pays, c'est vite arrivé. Voilà, madame. Merci beaucoup, vous deux. Nous avons une autre question, une autre main de Abdoulaye Gounou. Abdoulaye Gounou, c'est pour faire un commentaire, hein. C'est pas pour poser des questions. Qui sait? Allô, vous m'entendez? Oui. Oh, il y a un petit bruit de fond, mais Vous m'entendez là? oui, c'est parfait. Oui, oui, on t'entend, mon ami. Non, on ne m'entend pas. Si, très bien. Ah, si, moi, je t'entends. D'accord. Alors, je voudrais... Merci d'abord pour les deux panélistes, le haut-commissaire à la modernisation de l'État du Niger et Madame Dr Nadège, directrice de l'évaluation des politiques publiques au Bénin. Et merci pour votre contribution à éclairer la communauté sur cette méthodologie, celle de l'évaluation rapide. C'est vrai, le haut-commissaire pense déjà que je ne dois pas poser de questions, hein, je dois contribuer plutôt. Oui, mais j'ai quand même deux préoccupations que je souhaiterais que les panélistes essayent d'élaborer là-dessus pour partager avec ceux qui nous suivent. L'évaluation rapide telle que vous en avez parlé, je voudrais savoir de votre perspective en tant qu'expert, y a-t-il un délai moyen pour mettre en œuvre cette méthodologie? Et pour vous, quels sont les éléments essentiels qui la distingueraient de l'approche classique ordinaire que nous utilisons en tant qu'évaluateurs? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, est-ce qu'il n'y a pas de risque de déviance dans la pratique évaluative par rapport à l'introduction de cette méthodologie dans l'arène de l'évaluation telle que nous la connaissons jusqu'à aujourd'hui? Et troisième question, c'est cette méthodologie s'appliquerait-elle à toutes les formes ou à tous les types d'évaluation? Si oui, quel pourrait en être l'effet? Sinon, est-il possible de donner quelques orientations en termes de points d'application de cette méthodologie? Donc voilà les préoccupations que j'ai et qui pourraient contribuer à l'enrichissement du débat.
Merci, Amanda. Merci, M. Bounou. Nadège, je te donne la parole, Ok, merci beaucoup. si tu veux bien. Mhm. Euh, Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre pour ce qui concerne la durée des évaluations rapides. Je sais que c'est une durée de plus 3 mois pour que nous parlons d'évaluation rapide. Elle doit durer entre 6 et 12 semaines pour que nous parlons de rapide. Pour ce qui concerne la différence avec les méthodologies classiques, je pense, comme tu l'avais déjà dit à l'entame dans ton introduction, c'est que c'est le coût, c'est un coût beaucoup plus réduit et c'est en termes de la durée. Sinon, la méthodologie d'évaluation ne change pas vraiment, mais c'est que ce qu'on peut prendre plus de temps pour faire, on le fait en un temps record. C'est vrai que les résultats peuvent être impactés dans une certaine mesure, surtout que la collecte de données ne pourra pas forcément prendre une envergure comme si nous étions dans le cadre d'une évaluation classique où on pourra prendre le temps d'évaluer un échantillon beaucoup plus grand. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Des déviances quant à la pratique. Si nous essayons, nous avons un temps, nous savons que nous voulons faire ça en 3 mois. On a déjà fait une première expérience où on a vu certaines limites dans l'application de la méthodologie. Donc, pour essayer de prendre en tenir compte de ces contraintes pour que nous n'ayons pas des résultats qui ne sont pas rigoureux et qui ne sont pas, ou bien on n'a pas vraiment des données probantes. Là, on a essayé de penser, même si nous avons un consultant qui fait le travail, on met en place un comité technique qui s'assure chaque fois que ce que nous faisons quand même dans la durée qui n'est pas une durée, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce que nous faisons respecte vraiment les normes et les standards. Et est-ce que ça peut s'appliquer à toutes les évaluations de politique publique? Je pense que, à mon avis, ça ne pourra pas s'appliquer à toute forme d'évaluation parce que il y a des évaluations si vous avez besoin de telle chose, vous êtes obligé d'attendre 5 ans. Si vous voulez faire une évaluation d'impact, par exemple, ça dépend des cibles. Là, vous ne pouvez pas dire non, je vais faire ça en 3 mois parce qu'il faut attendre la méthodologie même ou bien la conception du projet même demande qu'on ait un temps minimum pour pouvoir avoir certains résultats. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport aux questions du DG Gounou. Je vous remercie. Merci, merci, Madame la directrice. Monsieur le haut commissaire Salé, est-ce que vous allez m'excuser de passer plutôt à une autre question, à moins que vous vouliez vraiment répondre? C'est parce Juste que je n'aurais question pas de temps. grand-chose à ajouter, oui, absolument. Euh, D'accord. la seule chose que je Merci. voulais Donc, ajouter, oui, c'est juste une petite chose, c'est au niveau un peu de la différence. Comme l'évaluation rapide, comme son nom l'indique, doit être menée dans des délais assez courts, Nadège l'a bien rappelé, un délai minimal de 6 semaines généralement. Le grand risque, c'est de ne pas pouvoir bien constituer l'échantillon et la disponibilité des principaux acteurs, que ce soit au niveau de la collecte, même au niveau des travaux de préparation ou de finalisation, à travers donc, le comité technique et le comité de pilotage qui sont toujours mis en place. Donc la disponibilité peut ne pas être en phase avec le délai souhaité de clôture de l'évaluation. Donc voilà ce que je voudrais vraiment ajouter, ça qui peut facilement différencier de l'évaluation normale pour laquelle généralement on dispose d'un délai assez plus important. Voilà, on peut passer à une autre question. je comprends. Merci. Alors, nous avons Louis Bossou.
Euh, Allez-y avec votre question. Et à qui est-elle destinée? Euh, Louis Bossou. Allez-y, on vous entend. Allô? Ah, je ne pense pas que Louis Bossou m'entend, mais je vais passer à... Ah, allô? Bon, c'est pas grave si vous voulez écrire votre question sur le chat, ça ira. Je vois qu'il y a Ayaboulela aussi qui lève la main. Ayaboulela, vous voulez dire quelque chose? Oui, allô, vous me recevez? Oui. Bon, Ah, en fait, le nom que je vois, c'est Ayaboulela, mais je vous en prie, allez-y. justement, j'avais quelques difficultés pour me connecter. Donc, je me présente. Moi, c'est Émile Gagnon. Euh, donc, j'avais eu du mal à me connecter. C'est le nom qui vous est apparu. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Donc je suis au Bénin. J'ai pris le webinaire en envol. J'ai aimé particulièrement cet exercice de partage d'expérience. Donc, je vous en remercie. Et je voudrais poser deux petites questions par rapport à la conduite de l'évaluation rapide. J'ai suivi dans les interventions de la directrice que, oui, effectivement, même si il y a une équipe d'appui qui est mise en place à l'interne, on peut toujours recourir à un consultant. Qui me donne déjà satisfaction par rapport à ma question que j'avais posée dans le chat. Donc, par rapport à cela, je voudrais savoir, en termes de coûts euh, et de normes en la matière, est-ce qu'il y a genre, des intervalles de coûts pour conduire les évaluations rapides retenues au plan, pourquoi pas au plan international, pour ce que tout le monde peut appliquer pour ne pas dépasser, disons, certaines normes fixées en la matière. Puisque c'est une évaluation, comme quelqu'un l'a dit, qui donne des résultats un peu ponctuels pour la prise de décision, mais qui se situe dans un délai relativement court. Ça, c'est ma première préoccupation. Mais la deuxième préoccupation, oui, l'évaluation rapide s'inscrit effectivement dans un besoin de décision, d'information rapide pour la prise de décision. Et donc, je voudrais savoir, lorsque, par exemple, pour une politique nationale, une intervention d'envergure nationale, est-ce qu'on peut être amené à réaliser une évaluation rapide? Voilà, c'est ma deuxième préoccupation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gagnou. Le commissaire Salé, je vous invite à répondre. D'accord, je vais tenter d'apporter des éléments de réponse. C'est des questions très pertinentes. Pour prendre le cas du Niger, la politique évaluée sous le format de l'évaluation rapide et la politique de gratuité des soins aux femmes en grossesse et aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Donc, c'est une politique nationale. Et on avait voulu faire l'évaluation rapide, mais on s'est rendu compte que si on devrait euh, de faire l'évaluation au plan national, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et dans ce cas, on dépasserait les délais généralement admis pour conduire euh, une évaluation rapide. Donc, ce que nous avons fait,
nous avons morcelé. Le Niger compte 8 régions administratives et l'évaluation a été conduite sur seulement des 8 régions. Et c'est ce qui nous a permis de respecter les délais généralement admis et qui doit être, dans tous les cas, inférieur à 3 mois. Donc, c'est pourquoi je disais que sa question est très pertinente. Si on devait le faire sur les 8 régions, le Niger fait 1 267 000 km². Je vous assure qu'on n'aurait pas fini en 12 mois. Donc, dans ce cas, pouvons-nous parler d'évaluation rapide? Je ne pense pas parce qu'on aurait mis beaucoup de temps. Donc, on peut tirer comme conclusion, et tout dépend aussi des pays. Par exemple, des pays qui sont moins grands, comme le Niger, comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, peut-être qu'on aurait pu, en moins de 3 mois, faire évaluer une politique au plan national et sous le format d'évaluation rapide. Mais au Niger, c'est extrêmement difficile au regard de l'immensité de notre territoire. Et le coût, là également, ces variabilités aussi, ces paramètres-là entrent en compte. Entrent en compte parce que le coût, c'est vrai, il va être dans tous les cas moindre que lorsque on procède à une évaluation normale, une évaluation classique. Et selon l'importance de la taille qui est étudiée et selon les finalités qui sont visées, le coût également peut varier. On ne peut pas aujourd'hui, en tout cas de par l'expérience dont nous disposons, dire de façon concrète que avec 15 millions, avec 20 millions, une évaluation rapide ne doit pas, non. Ça, à mon avis, tout dépend des objectifs, de l'échantillonnage et de la qualité des experts ou de la nécessité ou pas de faire appel à des consultants, à des experts, parce que cela est possible et admis. Donc, voilà, selon qu'on fait appel à une expertise extérieure ou selon les cas où on peut compter sur une expertise nationale, comme le cas du Bénin où j'imagine qu'ils ont des experts au niveau du bureau d'évaluation qui sont assez expérimentés. Mais nous, en ce qui nous concerne, toutes les évaluations qu'on a réalisées et qu'on compte réaliser, on va faire appel à un consultant qui va nous appuyer et qui va nous aider de la préparation jusqu'à la finalisation. Donc, le coût ne sera jamais le même que dans le cas d'une évaluation classique, mais il est également à ce niveau difficile de dire le coût minimum ou le coût maximum pour couvrir une évaluation rapide dans nos pays. Voilà les quelques éléments de réponse que je peux apporter à notre ami. Merci. Merci au commissaire. Madame la directrice, vous voulez aussi répondre à la question de Monsieur Gagnon? Non, je pense que le haut commissaire, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je n'ai pas quelque chose à dire à ça, par rapport à ça. Je pense qu'il y a un intervenant qui dit qu'il aimerait voir les panélistes. Je ne sais pas si la technique l'autorise ou bien il ne voit pas les panélistes. Donc, si. Ben, si vous voulez mettre vos caméras, c'est comme vous voulez. Je pense que c'est la technique. Ah, d'accord. Après, nous a pas autorisé. Je comprends. Bon, il y a une autre question. Vous allez m'excuser, mais de devoir écourter les questions, mais je crois que nous sommes presque à court de temps. Donc, je vais juste... Oui, bonjour. C'est qui? Parce que je vois encore le nom de Daya Boulela, mais je ne pense pas que c'est vous. Vous avez une question pour nos panélistes? Bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous poser une dernière question, je pense bien. Il vient de Nosiba Baloué qui demande quelle stratégie
peuvent être adoptés pour garantir que les évaluations rapides restent pertinentes et soient continuellement intégrées dans les processus d'élaboration des politiques? Madame la directrice? Oui, c'est comme on l'a dit, c'est l'assurance qualité. Il faut que à chaque Oui. étape, même si on veut faire réaliser cette évaluation dans un délai plus court, là, il faut même mettre beaucoup plus l'accent sur la qualité du processus. Est-ce qu'à chaque étape, les normes sont respectées? Est-ce que ce qu'il faut faire est bien fait? Donc, si on essaye de bien faire ça, on pourra aboutir à des résultats pertinents qui pourront être utilisés. Merci. Donc, commissaire Salé? Oui, mais c'est toujours dans le même sens, hein. La même? Oui. Je dis, c'est toujours dans le même sens. C'est la rigueur à toutes les étapes. Du début, s'assurer que tout est en train d'être conduit, mené comme cela a été prédéfini. La préparation du référentiel, le choix, la formation des collecteurs, la collecte elle-même, l'analyse et la production du rapport. Donc, il ne faut pas se dire parce que c'est une évaluation rapide qu'il faut aller vite, il faut la bâcler. Et il faut s'assurer que chaque fois qu'on franchit une étape, que c'est parce qu'on a l'assurance, comme dit Nadège, et que cette étape-là a été bien prise en charge. Donc, c'est ce que je pense. Il ne faut pas que rapide soit synonyme de bâclage. C'est très différent. Tout à fait. Merci. D'accord, donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons exploré le rôle significatif des évaluations rapides dans la formation des décisions politiques cruciales et la fourniture de services. Et nous sommes concentrés sur le cas du Niger et du Bénin. Les discussions ont mis en lumière comment ces évaluations ont efficacement abordé des questions politiques urgentes, notamment autour de la politique de gratuité des soins de santé au Niger et l'amélioration des infrastructures d'enseignement technique et professionnel au Bénin. Nous avons découvert les défis et les succès rencontrés dans la mise en œuvre de ces politiques et la gestion des fonds associés. Au Niger, les résultats clés des évaluations ont conduit à la création de l'Institut national d'assistance médicale, INAM, qui joue désormais un rôle essentiel dans la gestion de la gratuité des soins de santé. Ce changement démontre la puissance des évaluations rapides, non seulement pour informer les décisions politiques, mais aussi pour accélérer les réformes institutionnelles nécessaires. Au Bénin, l'évaluation a permis d'identifier des ajustements nécessaires dans la gestion des projets d'éducation technique, ce qui aidera à mieux aligner les ressources éducatives et avec les besoins du marché du travail. Alors, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Non, je vais mettre ma caméra. Je tiens à remercier chaleureusement nos panélistes, Madame la directrice, au commissaire Salé pour leur intervention captivante sur les évaluations rapides au Bénin et au Niger. Votre expertise a grandement enrichi notre session aujourd'hui. Merci à tous pour vos questions et pour cette discussion fructueuse. Nous espérons que vous avez trouvé ce webinaire instructif et utile. À tous les participants qui souhaitent consulter les rapports sur les évaluations rapides de ces deux pays ainsi que ceux d'autres pays partenaires de Twendembele, ils sont disponibles sur notre site web. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué au succès de notre webinaire à Parfait pour avoir grandement aidé à la fluidité de notre session. Et je voudrais également remercier Bovik Kizem, notre interprète de confiance. Et donc voilà, à moins qu'il y ait un dernier mot de votre part, panéliste, je vous invite à dire un petit dernier mot. Merci beaucoup pour. Je voudrais vraiment aussi, à mon tour, remercier Twendembele, tout l'appui multiforme
qu'il nous apporte. Et je voudrais également remercier aussi Nadège, à travers elle, tout le bureau de l'évaluation, Abdoulaye Gounou, pour également l'appui apporté à notre institution. Et je voudrais dire que nous sommes très reconnaissants. Et aussi, je voudrais juste aborder un aspect sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, c'est que ce qui différencie principalement l'évaluation rapide des autres évaluations, c'est la durée. Et on joue énormément sur le temps consacré aux appels d'offres, au choix des consultants, à la collecte, à l'analyse et au rapport. Donc, c'est essentiellement sur la durée consacrée à toutes ces étapes que les experts essayent d'agir et la réduisent. Et c'est ce qui fait en sorte qu'elle devienne une évaluation rapide. Donc, ça a été un plaisir aujourd'hui pour moi d'être avec vous. C'est vendredi. Je rappelle encore que vous activez ma prière. Ça n'arrive pas souvent. Mais bon, comme dirait l'autre, le jour en vaut la chandelle. Avec tous les efforts que Tonton Dembélé apporte à notre institution et les partenaires qui nous ont aidés à aider Tonton Dembélé, qui également ne ménageaient aucun effort pour nous amener à institutionnaliser l'évaluation des politiques publiques au Niger. Donc, bon week-end à tout le monde et au plaisir de vous retrouver une autre fois. Merci, merci beaucoup. Et Merci merci beaucoup, beaucoup à commissaire. tous. Merci beaucoup au haut commissaire. Je pense qu'aujourd'hui, particulièrement, vous allez recevoir une double bénédiction parce que vous n'êtes pas allé à la prière, mais vous avez contribué à beaucoup. On a beaucoup appris de ces échanges et je pense que c'est très important. Et Allah le reconnaît déjà. Et je remercie aussi beaucoup les participants d'être restés du début jusqu'à la fin. Et merci beaucoup à Toyin Dembélé pour l'appui continu. C'est vraiment un honneur d'être associé à cet événement et merci beaucoup à tout ce que vous faites pour nous, notamment durant cette semaine du local. Donc, merci et à très bientôt. Au revoir à tout le monde et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Donc, restez connectés pour nos prochains webinaires. Bonne journée à tous et à la prochaine. Merci. Bye bye. Merci. Merci à tous. Bye bye. Merci, Bye bye. merci tout le monde.